fois vous faire réagir un petit peu sur notre étude, comparer aussi avec vos propres tendances, qu'est-ce qui se dégage dès à présent, bien sûr, pour l'été 2021. Et puis, au-delà, quand même, essayer de comprendre où vous en êtes en matière d'innovation, en projet, en stratégie. Donc, un programme assez riche, assez chargé. Alors, je vais vous présenter donc rapidement, et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, par ordre alphabétique, je vais commencer par vous, Florent Champigny. Vous êtes directeur e-commerce, relations clients et innovation chez Center Parcs. Tout à fait. Alors, Center Parcs, vous allez en reparler bien sûr, mais ce sont donc bien sûr des résidences de tourisme, des villages qui sont présents en France, mais aussi en Europe. À vos côtés, Solange Escure. Solange, bonjour. Vous êtes directrice générale de la Fédération des Gîtes de France. Bonjour. Voilà, donc qui sont répartis, bien sûr, comme leur nom l'indique, sur toute la France. Et vous allez aussi nous parler de cet écosystème et des tendances. Et enfin, Édouard Roux de Lusignan. Vous êtes senior vice-président Topline France et Europe du Sud pour Accor. En clair, vous vous occupez de la génération de revenus pour toutes les marques du groupe Accor, en particulier avec le digital, mais pas seulement. Exactement. Alors, première chose sur laquelle je vais vous faire un petit peu réagir. On a vu dans l'étude qui a été présentée tout à l'heure par Stéphane, on a vu deux choses. On a vu bien sûr, on mesurait le vent d'optimisme qui est naturel, l'envie de départ en vacances des Français, mais on mesure aussi qu'une grande partie n'a pas encore formulé ses projets. En tout cas, à la date de l'étude qui, je vous rappelle, était il y a 15 jours. Une grande partie n'a pas encore formulé des projets. Alors, Solange, je vais peut-être commencer par vous. Alors, pour deux raisons. D'abord, parce que l'étude nous montre aussi que c'est la location de vacances, finalement, qui est le mode d'hébergement qui sera privilégié ou qui est privilégié par les Français. Et deuxièmement, parce que j'ai l'impression que dans votre cas, vous faites déjà finalement pas mal le plein, malgré ces logiques un peu de dernière minute. Est-ce que je me trompe ? Alors, effectivement, on a un taux d'occupation à date qui est très élevé pour juin, pour juillet, pour août, mais il reste encore des choix pour les clients, il reste encore des choix de vacances. Mais effectivement, par rapport à l'année de référence qui est 2019, on a entre 11 et 12 points d'avance en taux d'occupation par rapport à 2019. Mais il y a encore du choix pour cet été. Est-ce que c'est homogène sur tout le territoire ou est-ce qu'il y a des destinations qui se distinguent? Alors certainement, elles se distinguent naturellement parce que c'est le cas chaque année, mais est-ce qu'il y a des variations cette année? Alors cette année, on a un taux d'occupation assez homogène sur l'ensemble de l'Hexagone. Ce n'est pas tout à fait le cas pour les dom-toms, mais sinon pour l'Hexagone, c'est assez harmonisé sur l'ensemble du territoire. D'accord. Alors, Édouard, chez Accor, est-ce que là aussi vous observez des taux de remplissage qui sont en accord avec ce que vous pouviez attendre? Comment on peut les comparer peut-être aux années précédentes? Alors 2020 bien sûr, mais peut-être aussi 2019. Comment les choses se présentent? Alors, nous, l'activité repart, mais pas partout. Je vous redonne juste quelques chiffres parce qu'à Accor, c'est quand même beaucoup d'hôtels. On a 1800 hôtels sur la zone et du coup, on a un panel de marques qui vont de Hôtel F1 jusqu'à Raffles. Donc, on est du Super Eco jusqu'au très luxe. Et dedans, ça inclut des marques comme Ibis, Mercure, Novotel, Pullman, M-Gallery, Sofitel. Ce qui fait qu'on a des typologies de clients qui sont quand même très différentes. On n'est pas que du loisir. Chez Accor, vous avez 60% de notre activité qui est plutôt business, 40% qui est plutôt loisir. On reviendra sur le business, effectivement, en fin de débat, tout à fait. D'accord. Et du coup, dans la localisation même de nos hôtels, ça se ressent, puisque vous avez des hôtels qui sont plutôt en province, plutôt en bord de mer, montagne, et des hôtels qui sont très urbains. Ce qu'on constate, c'est que nos hôtels qui sont plutôt dits loisirs ont effectivement une accélération de leur prise de réservation, particulièrement sur le mois d'août. Alors on est encore différent des locations de vacances parce que je pense que le booking window est très différent. Nous, sur tous les derniers mois, on avait la quasi-totalité de notre chiffre d'affaires qui se faisait à J-7 et une grosse partie à J-2. Donc là, ce qu'on ressent, c'est qu'il y a une anticipation déjà et on voit rentrer des ventes et des réservations pour le mois d'août. Et on a des destinations, Châtelaillon-Plage, Biarritz, la Corse, la Sardaigne, etc., qui se remplissent vite, qui ne sont pas encore complètement pleins et donc il y a encore de la place également chez nous. Mais on sent vraiment que c'est au bénéfice de ces hôtels-là. Et puis évidemment des hôtels qui sont très urbains, eux, ce n'est pas encore le cas et ça viendra dans un deuxième temps. Tout à fait. Et enfin Florent, pour Center Parcs, alors même question déjà, est-ce que comment se présente l'été en particulier? Et puis pareil, est-ce qu'il y a des variations, peut-être même en termes de durée? On a vu dans l'étude que pour une large part quand même des voyageurs, la durée des séjours pouvait légèrement augmenter et peut-être que ça se ressent encore plus dans un cas de figure comme le vôtre. Tout à fait. Donc déjà pour l'avancée sur l'été, donc on est à 17% de plus que l'année dernière à la même époque.
Après, c'est vrai que l'été 2020 était très bon, notamment par les voyageurs domestiques. On est quand même un expert de la location et du séjour de proximité, donc on a aussi bénéficié de l'effet de reprise l'année dernière. Donc là, on avance. Après, c'est vrai qu'on a été un petit peu libéré, si je peux me permettre, un petit peu plus tôt cette année. On a rouvert à peu près mi-juin l'année dernière, là c'est plutôt mi-mai. Donc on va dire on a un petit peu un mois d'avance sur le programme. Et oui, en effet, sur les longs séjours, c'est flagrant cette année. À date, 58% de nos réservations pour cet été font plus d'une semaine, donc 7 jours ou plus. C'était 42% l'année dernière. Donc vraiment, on a une tendance à prendre plus longtemps les vacances cette année sur notre clientèle. D'accord. Oui, j'ai l'impression effectivement qu'on retrouve à la fois donc, cet optimisme et cet engouement quand même pour le voyage, que ça avance de semaine en semaine, mais qu'il y a encore des logiques de dernière minute, hein, notamment peut-être pour les marques du groupe Accor, ce qui est tout à fait logique, hein, qui corrobore un peu ce qu'on mesure. Alors, on a aussi posé la question aux voyageurs, hein, vous l'avez entendu tout à l'heure, sur les critères finalement qui allaient les rassurer, hein, pour leur réservation. Alors, il y en a eu plusieurs qui ont été cités. Bon, le premier, c'est bien sûr la destination, ça c'est logique. Ensuite, ça se tient un petit peu finalement, hein, entre, d'une part, le côté sécurité sanitaire, qui à la fois est très important, bien sûr, pour les gens, mais pour lesquels, notamment dans l'hébergement, vous l'avez peut-être noté, les gens sont plutôt naturellement en confiance. Donc vous allez me dire, est-ce que c'est vraiment finalement une problématique? Est-ce que finalement, ce n'est pas acquis que les clients soient conscients que l'effort sanitaire, de sécurité sanitaire est effectué? Et l'autre aspect, c'est bien sûr les conditions de flexibilité, d'annulation, etc. Je vais rester sur vous, Florent. Comment vous avez adapté finalement les choses pour répondre à ces deux grands besoins de réassurance? Bien sûr, déjà, comme la reprise est un petit peu comme l'année dernière, on a bien regardé ce qui a marché l'année dernière. Et c'est vrai que je pense, comme Édouard et Solange, on est labellisé sur le côté sanitaire. Donc, des grandes marques comme nous trois, on se doit de le faire. Et après, c'est vrai que c'est les arguments qu'on met en avant et on regarde un petit peu sur le web, par exemple. Et oui, en fait, je pense pour notre clientèle, c'est un acquis. Des grandes marques comme nous le font. Donc, ce n'est pas forcément très cliqué, très regardé. Beaucoup plus sur les conditions de flexibilité, d'annulation, de modification. Là, par contre, c'est majoritairement sur le cliquer versus tout ce qui est donc question sanitaire. Est-ce qu'on a beaucoup de gens qui réservent pour annuler ensuite parce qu'ils ils arrosent un petit peu, ils ont un comportement un peu naturel quand on peut annuler? Est-ce qu'on observe ça ou est-ce que finalement pas tellement? Ouais. Bien sûr. Après, sur les flexibilités, évidemment, l'année dernière, on a dû s'adapter au marché et donner un maximum de flexibilité parce qu'aucun client n'avait la visibilité. Après, on part quand même du principe que si on réserve, par exemple, 2 semaines, un séjour, ce n'est pas forcément pour annuler, ça se prépare avec des familles, des amis. Donc non, on n'a pas observé, suite à notre mise en valeur de la flexibilité. Donc par exemple, c'est modifiable jusqu'à la veille, le séjour. Et donc c'est annulable et remboursable 21 jours en amont. Et donc non, on n'a pas observé une hausse des annulations ou modifications. Je pense que c'est un engagement quand même de voyager. Et donc ça rassure, donc c'est évidemment un argument commercial, mais non, il n'y a pas de croissance sur le nombre d'annulations ou de modifications. Très bien. Alors Solange Escure, est-ce que c'est à peu près la même chose en termes de conditions de flexibilité? Pareil, quel comportement vous observez en matière de réservation, sachant les nouvelles conditions qui sont potentiellement proposées? Alors je dirais comme Florent, effectivement sur l'aspect sanitaire, nos clients sont rassurés, ils ont confiance dans la marque, hein. On a un protocole sanitaire qui existe depuis l'année dernière. Donc ça, cette question, effectivement, elle revient peu, puisque c'est acquis pour les vacanciers. Donc peu d'annulations également. Je crois qu'il y a un tel besoin de partir qu'une fois qu'on a choisi son hébergement, eh bien, on le garde précieusement. Donc, non, très peu d'annulations. Après, on a aussi de la flexibilité, une assurance annulation sans justificatif qui est proposée également et qui est souvent souscrite. Donc, non, peu d'annulations. Je crois que là, on est vraiment sur des réservations et une hâte de partir. D'accord, très intéressant. Alors, Édouard, chez Accor, alors quand on préparait le débat, vous disiez notamment sur l'aspect sanitaire, il faut que le protocole sanitaire il soit validé par un tiers aussi. Vous estimez que c'était très important, donc je veux avoir votre avis aussi là-dessus. Et puis pareil, sur les conditions de flexibilité, on a vu il y a plusieurs niveaux de flexibilité aussi. Finalement, qu'est-ce qui est le plus moteur finalement pour favoriser la réservation? Alors effectivement,
Comme tout le monde, on a mis en place un protocole sanitaire en place qui s'appelle AllSafe, donc qui est mis en place dans l'intégralité du réseau. Mais on a la volonté de faire certifier ce protocole par un tiers de confiance. Et donc sur la zone, on a fêté le 1000e hôtel certifié cette semaine, donc on en est très content. On le fait particulièrement pour nos clients B2B. C'est-à-dire qu'on communique, comme tout le monde, sur nos sites internet, sur le label AllSafe. On l'a tout au long du tunnel de réservation. C'est un élément de réassurance, mais ça va devenir un acquis. Les clients n'en attendent pas moins. Nos partenaires professionnels, eux, attendent une certification pour pouvoir donner le go à leurs collaborateurs de revoyager. Et c'est de leur responsabilité en fait, de s'assurer que leurs collaborateurs peuvent voyager dans de bonnes conditions. Donc nous, aujourd'hui, on a beaucoup de nos grands comptes, donc de nos grands comptes corporate, de nos grands partenaires, qui demandent à leurs collaborateurs de voyager uniquement dans les hôtels qui sont labellisés AllSafe. Donc cette certification, elle a une vraie valeur pour les comptes B2B. Et du coup, c'est pour ça qu'on continue de la déployer, parce qu'elle est finalement de plus en plus demandée. Voilà, donc ça, c'est la partie sécurité. Et sur la partie flexibilité, on a changé notre politique commerciale. L'année dernière, on avait historiquement un tarif complètement flexible et un tarif qui n'était pas flexible. Évidemment, le tarif qui n'était pas flexible était moins cher. Et donc, ce tarif était plutôt destiné à la clientèle loisir. Aujourd'hui, ce tarif no flex, il n'existe plus. On offre uniquement des tarifs flexibles, soit une annulation jusqu'à jour J 18h, soit une annulation et remboursement jusqu'à J-3. Et donc, on fait 100% ou quasiment 100% des ventes en flexible. Et le tarif le plus flexible aujourd'hui est celui qui remporte le plus de succès, même auprès de nos clients loisirs. Et ça ne se traduit pas par un taux d'annulation qui augmente, pas du tout. C'est une anticipation de ce qui pourrait se passer. Et du coup, les clients sont à la recherche de flexibilité. Ils se payent la flexibilité, mais pour autant, on ne voit pas de taux qui change. Alors, la grande question évidemment qui se pose, c'est est-ce que ces conditions de flexibilité, elles sont amenées finalement à perdurer? Est-ce que, bien sûr, là, elles sont mises en place parce qu'il y a ce retour au voyage des Français, espérons à la fin de la crise, mais voilà, est-ce que les Français ne vont pas finalement souhaiter que ces conditions, elles perdurent ensuite indéfiniment? Donc, quel est un peu votre avis là-dessus? Alors, je ne sais pas qui veut réagir en particulier là-dessus, mais je peux réagir. Je pense que tous les acteurs du travel ont dû s'adapter, notamment pour les incertitudes, comme on le disait et on le soulignait. Après, je pense que le retail l'a fait avant, le travel. Je pense que c'est dû à perdurer, évidemment. Tout à fait. Ça reste un acquis. On a besoin d'être rassuré qu'on peut changer d'avis. Il peut y avoir un problème autour ou changer de destination, par exemple. Donc, je fais souvent le parallèle avec, par exemple, des chaussures commandées sur Internet. On les commandait, on pouvait les changer sous 15 jours. Et maintenant, on va même les payer si on ne les a pas renvoyés 7 à 15 jours après. Je pense qu'on n'a pas d'autre solution que de mettre ça dans un pilier de marque, une flexibilité. On ne va pas forcément axer dans les années à venir, si tout va bien, notamment sur le sanitaire, sur le remboursement, mais plutôt sur la flexibilité, une modification, date, typologie. Donc plutôt sur ce côté vraiment sans souci, il n'y a pas de problème, vous pouvez revenir plus tard. Donc, plutôt que uniquement purement de l'annulation, évidemment, d'un point de vue commercial. D'accord. Solange ou Édouard? Oui, je pense qu'il faut s'adapter en permanence à la demande du client. Donc oui, bien sûr que ça va perdurer. C'est vrai que le parallèle avec le retail est assez intéressant. C'est vrai qu'une fois que ça s'est mis en place, ça s'est finalement généralisé. Édouard, moi, je pense qu'on aura les deux. En fait, la flexibilité a un coût. Et du coup, je suis assez persuadé qu'on a plein de voyageurs qui vont chercher du prix et du petit prix. Et en fait, je suis assez certain qu'on va avoir assez rapidement le retour à des tarifs no flex qui du coup seront moins chers mais qui n'auront pas cette flexibilité-là. En fait, je pense qu'il faut attendre un petit peu que le taux de couverture du vaccin soit plus important et que, alors sans que le Covid soit derrière nous, il y ait vraiment plus une inquiétude qui soit moindre. Et on va vite voir des clients qui vont être à la recherche du tarif. Et du coup, de la même manière qu'on avait un tarif complètement flexible, un tarif qui n'était pas flexible mais moins cher, je suis assez persuadé qu'on va revoir ces deux tarifs-là et ça répondra à des attentes différentes. Je pense qu'on aura probablement une situation intermédiaire où on aura comme aujourd'hui du full flexible, de semi-flexible et du no flexible pour répondre. Et puis petit à petit, on va revenir vers un écart, à mon avis, entre les deux. D'accord. Alors il y a un autre point qui m'a frappé dans l'étude, qui a plutôt confirmé quand même des choses qu'on pouvait sentir, mais peut-être pas à ce point. C'est, pour vous, acteurs de l'hébergement, c'est le poids quand même des grandes plateformes, notamment Booking, dans les taux de réservation. Parce qu'il pose toujours la question, alors je vais peut-être rester un peu sur vous, Édouard, parce que voilà, sur le rapport entre direct et indirect, est-ce que les choses vont changer de ce point de vue-là ou pas? Est-ce que finalement c'est un problème? Parce qu'au final, ça reste toujours une réservation qui, si elle est faite dans le groupe Accor, que ce soit par une plateforme ou directement,
elle est quand même faite dans le groupe. Alors, moi j'ai tendance à pas opposer. Ouais. Je dis souvent à mes équipes que le digital a deux jambes, le direct et l'indirect, et en supprimer une, c'est qu'on se casse la gueule. Et donc en fait, moi je n'ai pas de problème à travailler avec les plateformes online, au contraire. Simplement, j'attends des plateformes qui viennent m'apporter un bon business. Un bon business, c'est un business complémentaire, celui qui n'est pas mon cœur business. Et donc on travaille très bien ensemble et on a vocation à continuer à travailler ensemble. J'attends à ce qu'ils m'apportent ce business complémentaire. Je pense simplement que l'importance d'un programme de fidélité a été renforcée. Et la visibilité de ce programme de fidélité a été renforcée pendant la crise. Et ceux qui pouvaient avoir encore un doute, ce doute a été complètement effacé puisque c'est ce socle de clients très fidèles qui nous a permis d'avoir un petit matelas pendant cette crise-là. Donc on va travailler et on va continuer à accélérer. On a un web direct qui est assez puissant chez Accor et on va continuer à le travailler, mais on ne l'oppose pas. On travaille les deux en parallèle et on va continuer à mettre l'accent sur le web direct et puis on va travailler le pilotage. C'est ça, nous, ce sont nos enjeux. Et puis l'autre acteur dont le poids est très fort dans les dernières réservations qui sont enregistrées dans notre étude, c'est Airbnb aussi. Donc là encore, un peu une tendance aussi de fond qui ne dépend pas spécifiquement de la pandémie, mais par rapport à Airbnb, où vous en êtes finalement chez Accor sur les critères de différenciation, votre argumentaire, la force de conviction que vous pouvez avoir en tant que groupe? On ne répond pas aux mêmes besoins. Déjà, ils sont sur des séjours beaucoup plus longs, avec des cuisines, avec du coup une indépendance assez importante. Là où lorsque vous venez dans de l'hôtellerie, vous venez chercher du service et une expérience. Je pense que l'élément qui est différenciant, c'est qu'on a de l'humain dans l'hôtel et qu'on est capable d'offrir une expérience. Et dans l'hôtellerie, ce qu'on travaille à faire, c'est s'éloigner d'un produit pratique simplement dans lequel on vient dormir pour vivre une expérience. Et du coup, on transforme nos hôtels en expérience, en lieux de vie, qui sont d'ailleurs plus que des lieux de vie uniquement pour les clients qui viennent séjourner, mais qui se transforment en lieux de vie également pour toutes les personnes qui peuvent vivre aux alentours de nos hôtels. Et on a un énorme travail en cours sur toute la partie F&B pour faire des restaurants, pour faire des bars qui vivent, pour lancer des expériences là-dessus. Et du coup, on travaille cette différenciation qui est très forte. On voit que le lifestyle, du coup, se retrouve dans toutes les marques et dans tous nos hôtels. On a une appétence très forte et du coup, clairement, on a cette carte à jouer qui marche bien. Et du coup, encore, on pense que ça ne s'oppose pas. Ce sont des besoins différents. Alors, Solange, chez Gîtes de France, quels sont un peu vos canaux de distribution aussi, arbitrage entre direct et indirect? Et puis, question un peu liée aussi, quand on préparait aussi le débat, vous m'avez dit finalement il y a eu beaucoup plus que les années précédentes d'usage du téléphone pour réserver avec justement ce besoin d'humain là qu'évoquait Édouard. Donc est-ce que ça aussi, ça ne renforce pas finalement le poids de à la fois le direct et la fidélité aussi? Oui, alors chez nous, la distribution, en fait, c'est vraiment à la marge. C'est sur des niches et en complément de ce qu'on ne peut pas apporter à nos hébergeurs. Donc, c'est vraiment une partie qui est très, très faible. D'accord. Et ensuite, oui, le téléphone, la part du téléphone a augmenté parce que le client a besoin d'humain. Et chez Gîtes de France, ça fait partie de nos valeurs, la proximité, l'humain. Donc, dans tous les départements, il y a des agents qui vont répondre et qui vont rassurer le client, puisqu'on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de questions malgré Internet. Parce que le client va réserver, mais même au moment où il réserve, il a besoin d'un petit truc. Alors finalement, est-ce que je peux venir avec 2 chiens? Est-ce qu'il y aura bien telle chose à proximité? Donc une hausse du nombre d'appels pour rassurer le client. Et c'est là où l'humain prend toute sa valeur et où notre implantation locale fait qu'on rassure le client et il a confiance. Je me permets de rebondir, on avait exactement la même chose chez Accor, c'est-à-dire que les coups de téléphone directement à l'hôtel pour avoir des compléments d'information, pour savoir ce qui est ouvert, ce qu'on propose comme solution, fait que la partie téléphonique a vraiment augmenté. Et chez Center Parcs, alors vous êtes distribué, quels sont vos canaux de distribution aussi, puis comment ça évolue tout ça? D'accord, en fait on a une grande chance, c'est aussi une fierté, c'est que plus de 80% de nos ventes sont en direct, donc sur les 3 canaux que sont le web à 75%, après le call center évidemment, et aussi les ventes sur site, les appels directement sur nos domaines par exemple. Donc c'est vrai que c'est une chance parce qu'on n'est pas tributaire d'un tiers, et comme Édouard, en fait on va prendre tactiquement des partenaires indirects sur des marchés un peu émergents pour aller chercher du nouveau client. Parce qu'on a de la chance d'avoir un très très fort taux de repeat sur notre marque. Donc on va aller chercher du client. Par exemple, sur l'Italie, où on n'est pas présent
ou alors sur d'autres pays, la Suisse par exemple, pour aller faire venir du nouveau client où on est un petit peu moins de pénétration sur le marché. D'ailleurs, vous parlez d'autres pays européens, question un peu pour tout le monde, mais est-ce que vous sentez déjà une hausse peut-être de la clientèle européenne, en tout cas celle qui peut bien sûr, ce n'est pas le cas des Anglais par exemple, je crois encore, mais celle qui peut venir en France, est-ce que ça s'observe un petit peu ou pas vraiment? Non, pas vraiment. Ouais, très peu. Et on reste pour le moment sur une clientèle franco-française encore cette année. Alors, Florent, peut-être, oui. Oui, en fait, 75 à 80% des réservations à l'heure actuelle sont uniquement du domestique. Donc c'est un chiffre bien plus élevé, même tendance que l'année dernière là-dessus, donc du domestique. Voilà. Quand on regarde un petit peu, et c'est pour rebondir sur l'étude aussi, c'est aussi une proximité géographique, donc à quelques heures seulement de chez soi. Tout à fait. On verra tout à l'heure quand on parlera un peu du transport avec les autres intervenants, mais c'est vrai qu'on voit que les gens vont tendance plus à prendre la voiture pour se déplacer cet été, donc mécaniquement ils vont peut-être un peu moins loin, effectivement. Tout à fait. Donc ça corrobore. Nous, évidemment, c'est la clientèle domestique qui est la plus dynamique et de loin. À l'inverse, la clientèle long courrier est encore absente, absolument pas de retour. Et dans les clientèles européennes, on a une reprise des pays frontaliers. Donc on sent, et on a du business qui revient de la part des Belges, des Allemands, des Suisses, un peu de Pays-Bas. Et on regrette que les Anglais ne soient pas encore là parce que les conditions de voyage ne le permettent pas et on attend impatiemment que les Anglais reviennent. Mais ça s'améliore. Donc on sent que ça y est, il y a un retour, ils commencent à se projeter. C'est pas aussi dynamique que le domestique, mais on est confiant pour que ça revienne progressivement. D'accord. Alors au-delà de la flexibilité, au-delà du sanitaire, il y a une autre chose qui est mesurée par l'étude. C'est plus difficile à mesurer évidemment, mais on le sent quand même. C'est ce besoin qu'ont les Français de nature, de respect de l'environnement. Voilà. Alors là, on a des marques qui sont assez nature au final. Peut-être. Alors, on a quelques petites images là qui apparaissent là de certains des gîtes, de gîtes de France. Donc je les montre rapidement. On a aussi donc ce sont des lieux qui sont insérés dans la nature, qui sont certainement pour la grande majorité loin des grandes villes. Quelque part, c'est idéal finalement pour les comportements aujourd'hui des Français. Alors, est-ce que justement vous observez, c'est un peu la question que je vous posais déjà un tout petit peu tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a cet effet peut-être de saturation sur certains endroits qui sont justement des endroits vraiment d'évasion pure, ou non, au final, on retrouve un petit peu la même répartition que les années précédentes? Non, puisque de toute façon, nos hébergements sont implantés en milieu rural, donc avec peu de densité de population globalement. Donc non, ces hébergements implantés sur un terrain avec beaucoup d'espace, ça reste pour nos clients très attractif puisqu'ils vont vraiment être seuls dans leur maison, profiter de cet espace. Les enfants vont pouvoir aller jouer dehors. Donc ça correspond tout à fait à l'attente actuelle, ce besoin de nature et c'était aussi noté dans l'étude, pour le calme, le repos. Les urbains ont vraiment besoin de nature, de se reposer, de se détendre. Et donc nos hébergements sont tout à fait en phase avec l'attente de ces années 2020-2021. Alors, on a aussi de petits visuels sur Center Parcs. Alors là, je vais peut-être rester un tout petit peu sur vous, Florent, et on va peut-être en profiter pour aborder aussi la question de qu'est-ce qu'on fait sur place. Parce que donc là, bien sûr, on a compris que les gens ils repartaient en vacances, que ça s'annonce quand même plutôt bien, qu'il y a ce besoin de nature, que besoin de calme, d'évasion. De se retrouver en famille aussi, ce qui est aussi une des vocations de Center Parcs. Mais il y a toujours la bonne vieille problématique quand même qui est indépendante de cette pandémie, c'est d'augmenter finalement le panier d'achat entre guillemets des clients. Donc sur place, comment on fait pour y arriver? Alors peut-être avant de vous laisser la parole, Florent, vous m'avez envoyé une petite vidéo qui décrit un petit peu la manière dont vous travaillez avec le digital sur Center Parcs. Donc on va peut-être la regarder.
Par rapport à la digitalisation, évidemment, nous, on voit la digitalisation liée à l'humain, c'est-à-dire que, comme le disait Edouard, rien ne remplacera l'humain dans notre secteur. Donc la digitalisation chez nous, c'est un des 3 piliers de notre nouvelle stratégie Réinvention 2025. Et c'est vraiment dans l'optique de fluidifier le parcours, d'être vraiment le côté hassle-free. On laisse tous les soucis à la porte et en fait, dès la première seconde, on profite. Quelques exemples, si on fait le pré-check-in, évidemment, sur notre application, il n'y a rien à faire. Pas que vous arrivez. On travaille également sur des lecteurs de plaques d'immatriculation. Vous arrivez, la barrière s'ouvre directement. Vous êtes dans le parc et vous pouvez profiter dès la première seconde. Également sur les accueils de nos domaines, il n'y a plus ces guichets, on va dire, à l'ancienne, où il y a un accueil derrière. On a développé des logiciels en fait, sur tablette, où en fait, notre personnel va vers le client. Donc vraiment une proximité, une conseil, non plus juste un accueil, on va dire, plutôt à l'ancienne. Et c'est vrai que peut-être qu'à mentionner également tout ce qu'on a développé autour du bracelet connecté. Tout à fait. En fait, ce bracelet, il sert pour tout. Donc, il sert pour l'ouverture du cottage, pour son casier de piscine, pour aller faire ses achats, pour aller activer une activité, mettre en route une ligne de bowling, par exemple. Et en fait, ce bracelet, il est pour toute la famille, donc évidemment pour faciliter, pas besoin d'oublier le portefeuille, la carte bancaire, tout est inclus à l'intérieur. Et c'est une façon aussi de responsabiliser les enfants, ils sont aussi titulaires de ce bracelet, ils ont leur propre casier de piscine, donc c'est vrai que c'est très tendance aussi, notamment sur les perennials, de responsabiliser l'enfant au sein du foyer. Et c'est vrai qu'on essaie vraiment d'appuyer sur ce côté aussi ludo-éducatif, c'est que même ouvrir un cottage par un enfant devient aussi un jeu. Ça les responsabilise au sein du foyer. Donc c'est vrai qu'on est vraiment investi massivement dans le digital, simplement pour ne rien réfléchir. Les soucis du quotidien, on n'y pense plus et on profite. Tout à fait. Alors justement, le sans contact. Alors, on a vu dans l'étude, ce n'était pas forcément une attente clé des gens, mais en même temps, quand on leur demande leurs attentes, c'est assez logique que ce ne soit pas la première attente qui ressurgisse. Mais en même temps, c'est bien pratique une fois qu'on l'a. Alors chez Accor, vous avez aussi des clés numériques. Alors, comment ça se développe tout ça? Quelles sont les possibilités? Comment plus largement vous travaillez encore une fois cette expérience en hôtel liée au digital en particulier? Alors, on essaie d'avoir un parcours client qui soit le plus fluide possible, et notamment tout ce qui est tâches administratives, etc., les digitaliser pour que l'humain soit dédié à la création de valeur, à la création d'expérience. Donc un peu comme pouvait en parler Florent, on a beaucoup travaillé sur une version du check-in online, on a des digital keys qui sont en train de se déployer au sein des hôtels. Le but, c'est que toute cette partie qui est un irritant, qui consiste aujourd'hui à du temps perdu, soit complètement fluidifiée. Donc le check-in est du coup complètement accéléré. Et pour travailler vraiment sur cette notion d'expérience. Donc ça, on en parlait de distribution tout à l'heure, c'est aussi un des avantages de réserver en direct. C'est que vous réservez en direct, vous pouvez passer par notre application mobile et bénéficier de l'ensemble de ces services. Et puis, on fait le lien avec le programme de fidélité parce qu'il y a des expériences, parce que du coup, si vous venez en fonction de vos statuts, vous allez accéder à différents avantages. Ça va de la boisson de bienvenue, donc plutôt que de perdre du temps à faire votre check-in, vous allez profiter d'une boisson au bar. Et puis plus vous montez, plus vous pouvez profiter des expériences que vous pouvez consommer avec vos points, donc ça ne vous coûte rien. Et donc nous, c'est des expériences qu'on appelle des pop-up. Et toutes ces expériences, elles sont faites au sein des hôtels. Et ce qu'on essaye de plus en plus aujourd'hui, c'est d'abord évidemment d'exprimer le territoire de marque, que les valeurs de la marque et son territoire s'en ressentent, et puis de capitaliser également sur le savoir, les compétences de nos collaborateurs. Donc on a des barman qui sont aussi DJ, qui sont aussi fans, je ne sais pas moi, qui sont baristas et qui du coup veulent partager leur passion. Et voilà. Et le but, il est d'utiliser toutes ces passions des collaborateurs, de les mettre à disposition et de les créer de l'expérience. Et c'est là-dessus qu'on travaille essentiellement. Solange, Gîtes de France. Alors quand on va dans un Gîte de France, est-ce qu'on veut déconnecter ou est-ce qu'on veut quand même rester connecté? Alors, les deux. Les deux. Mais par contre, l'ADN de Gîtes de France, c'est l'accueil chez l'habitant par l'habitant. Donc il est évident que chez nous, ça reste un accueil personnalisé par le propriétaire qui va faire découvrir l'hébergement, qui également va parler de sa région. Et ensuite, c'est lui qui juge si le client a envie que ce contact dure peu ou plus longtemps. Donc c'est lui qui en tout cas accueille et ça fait partie
de nos valeurs. Donc ça ne changera pas, hein. On n'aura pas juste une clé sur la porte, ça n'existe pas chez Gîtes de France. Donc oui, le client, il a besoin de déconnecter, mais également il veut être connecté. Donc dans nos hébergements, il y a du Wi-Fi, il y a aussi des SMS qui sont envoyés au client pour ce qu'il a à faire, à découvrir dans la région. Et puis aussi le propriétaire reste quand même l'ambassadeur de sa région et c'est lui qui va faire partager, découvrir, qui va faire découvrir l'endroit où on va acheter du bon fromage, où on va pouvoir aller acheter des légumes. Voilà, il va également partager parfois la production de son jardin. Donc il y a tout ça. Mais effectivement, oui, le client, il reste connecté, bien sûr. Et surtout les ados. Bien sûr. Alors avant qu'on prenne quelques questions, alors je rappelle d'ailleurs à toutes les personnes qui sont connectées qu'elles peuvent poser des questions via l'interface qui est située à côté ou en dessous selon votre écran du live. Donc n'hésitez pas. Avant qu'on prenne ces quelques questions, peut-être finir par la question du voyage d'affaires. Donc je vais peut-être vous redonner la parole, Édouard. Vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure. Est-ce que ça repart plus vite, moins vite que le grand public? J'ai l'impression plutôt moins vite. Ou est-ce qu'au final, la réalité est plus complexe que ça? C'est un peu plus complexe que ça, parce que derrière le voyage d'affaires, vous avez encore de nombreuses typologies de voyageurs. En fait, le voyage d'affaires, c'est l'activité qui a repris en numéro 1. C'est le petit voyageur d'affaires ou le voyageur d'affaires qui est non contracté, c'est-à-dire ce ne sont pas les grands comptes, ce sont plutôt les artisans, les ouvriers, les PTE, les PME, enfin voilà, c'est tout ce tissu qui a repris finalement dès le 3e trimestre de 2020, parce qu'il n'y avait pas le choix, il fallait que l'activité reparte. Et ces voyageurs, ils ont commencé à réserver dès septembre et ils ont toujours été présents jusqu'à maintenant. Inversement, le voyageur d'affaires qui est plutôt lié à des grands comptes ou qui est lié à du groupe, lui n'est pas encore tout à fait revenu. Le corporate, donc la grande entreprise, parce qu'elle est en télétravail, parce qu'elle a des mesures restrictives sur les voyages d'affaires, ce voyageur n'est pas encore revenu et ça va prendre du temps à ce qu'il revienne. Il y a probablement de nouveaux usages aussi qui vont être nés. On a appris à travailler avec Teams. Et puis, toute la partie voyage d'affaires international n'est évidemment pas présente, puisque plus c'est éloigné, plus c'est compliqué. Et la partie groupe est encore divisée en deux notions. Le grand groupe, le grand événement reprendra plutôt à partir du deuxième semestre de 2021. Le petit groupe, donc le séminaire, la journée d'études est en train de redémarrer très fort. Parce que les gens ont besoin de se voir, ils ont besoin de se redécouvrir. On a besoin de créer des moments de rencontre, de chaleur. On a besoin de travailler sur la stratégie. On a besoin de refaire un kick-off pour le deuxième semestre. Et du coup, on a beaucoup de demandes à la fois là, juste avant l'été et aussi à partir de septembre pour créer ces moments de retrouvailles. Donc, c'est à plusieurs vitesses, ça dépend vraiment. Mais pour moi, ça a été à la fois très rapide pour le voyageur d'affaires non contracté qui réserve par les outils grand public, les sites internet, l'application, etc. Et ça reviendra progressivement pour la partie corporate et grand groupe. D'accord. Solange, est-ce que la hausse du télétravail a fait que vous avez plus de personnes qui réservent des hébergements Gîtes de France pour être au calme et travailler au calme? Oui, il y a eu quelques réservations, mais ça reste vraiment à la marge. D'accord. Parce que bien souvent, il y a les enfants qui ont école. Tout à fait, oui, c'est pas aussi simple. Quelques réservations, mais ça reste vraiment très très faible. D'accord. Et chez Center Parcs, on parlait des séminaires. Vous sentez aussi que ça repart un petit peu ou... Alors oui, un petit peu comme Édouard, en fait, ça n'a pas vraiment repris de manière transparente. Après, on sent que ça frémit vraiment. Ouais. Après, il y a un changement dans les tendances qu'on observe. Plutôt que des séminaires à 300, 400, une business unit entière, on a plutôt des demandes actuellement sur 30, 40, on va dire, des équipes, comme tu le disais, sur des kick-offs. Et c'est vrai qu'on sent que notre produit est parfaitement adapté. Retour à la nature, activité extérieure, team building. Ça fait quand même 18 mois que certaines équipes ont passé moins de 2-3 semaines ensemble, on va dire, au mois de septembre. Donc il y a un vrai besoin. Et donc ça frémit pas mal en ce moment. Et dès septembre, ça va commencer à revenir. Et donc on essaie d'adapter notre offre et donc de participer par exemple à 50% du temps, c'est du loisir. Donc vraiment pour construire une équipe, pour reconstruire une équipe, où certaines équipes se sont construites durant ces nombreux mois et ne sont pas forcément encore vues. Ce qui est le cas dans certaines de mes équipes où on ne s'est pas vu physiquement encore. Donc c'est vrai que c'est important de passer du temps ensemble, de se connaître, de voir que derrière l'écran, la tête, il y a un corps, il y a une personne, il y a la gestuelle, c'est important. Et vraiment l'humain au centre de tout, ça reviendra. Et donc changement un petit peu de la demande sur plus petit groupe, mais du coup peut-être un peu plus proche. D'accord, très bien. Écoutez, on va prendre quelques questions qui ont pu être posées. Alors, une question pour vous, Solange.
Est-ce qu'il y a, on a vu, il y a eu un désir pendant la pandémie aussi de plusieurs personnes de changer de vie. Est-ce qu'il y a eu finalement plus de personnes qui sont devenues propriétaires et qui ont rejoint votre fédération depuis la pandémie par rapport à l'habitude? Oui, on a, et notamment depuis le début de l'année 2021, D'accord. on a beaucoup de porteurs de projets, soit de la rénovation de maisons, soit de l'achat de maisons pour s'installer à la campagne. Mais oui, un impact très très fort et qu'on n'avait pas du tout imaginé. Bien au contraire, on pensait que les porteurs de projets craignaient peut-être de faire de l'accueil. Et non, non, non. Beaucoup de projets depuis début 2021. Et puis une question pour Florent, a priori. La question de la gamification, on parle beaucoup de gamification, à ces sujets assez à la mode, effectivement. Est-ce que vous avez des projets là-dessus? Parce que ça se prête très bien, effectivement. Tout à fait, ça a toujours été au cœur du produit, un peu dans le côté, comme je disais, ludo-éducatif. Ouais. Et en fait, on l'accélère. Et on essaye, par exemple, le bracelet, on peut jouer, défier son papa sur un jeu, par exemple. Et c'est vrai qu'on est sur le côté ludo-éducatif, beaucoup de la nature, c'est-à-dire aller construire son terrarium, aller participer à la construction du potager, aller faire l'activité avec un soigneur sur les animaux. Et donc c'est vrai que ce nouveau type d'activité est très en vogue, très réservé. Et du coup, on développe cette activité de plus en plus. Les hérissons, les daims, le miel, voilà, tout ce qui est rapport vraiment aux essentiels est extrêmement plébiscité à l'heure actuelle. D'accord. Alors, peut-être je vais prendre une dernière question et puis on s'arrêtera ici. Alors, je vais reformuler un petit peu, mais une question du coup pour vous, Edouard, sur les programmes de fidélité, parce que vous disiez tout à l'heure que c'était très important finalement la fidélité. Voilà. Est-ce qu'il y a des grands changements en matière de fidélisation que vous mettez en place? On verra tout à l'heure, par exemple, on a la SNCF qui sera présent, qui a fait de grosses annonces à ce sujet-là. Voilà. Comment ça évolue tout ça dans le groupe Accor? Alors, on a lancé un nouveau programme de fidélité qui s'appelle All, Accor Live Limitless. Et le principe de ce programme de fidélité, c'est de ne pas rester uniquement dans l'écosystème hôtelier. On essaye d'élargir cet écosystème avec un certain nombre de partenaires pour pouvoir gagner des points au-delà de la chambre d'hôtel. Donc aujourd'hui, on a un partenariat avec Air France, par exemple, et à chaque fois que vous voyagez, vous pouvez gagner à la fois des miles et des points chez Accor. Cet écosystème a grandi. Le but, c'est qu'on soit présent un maximum de fois dans la vie de nos voyageurs. Et donc, on a notamment une carte bancaire qui sera prochainement lancée. Et on développe tout un nombre d'initiatives autour de ce programme de fidélité. Très bien. Écoutez, il me reste à vous remercier, Solange Escure, Édouard Roux-de-Lesignan et Florent Champigny, pour avoir apporté votre témoignage, donc un témoignage des acteurs de l'hébergement. Et on va donc enchaîner dans quelques instants, encore une fois, après un petit jingle, avec le point de vue des transporteurs. On aura donc Air France et SNCF qui seront à mes côtés. Merci encore. Et Merci à vous. Merci. on se retrouve donc dans quelques instants pour la suite du débat.